Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Salut mes petits potes. Bonsoir, Copyright Xavier Mauduit. L'actualité internationale donne le vertige ou le tournis, comme on veut. Un porte-conteneur chinois est arrivé en Angleterre en seulement 20 jours, en passant par la route de l'Arctique. La fonte de la banquise du fait du réchauffement climatique libère en effet de plus en plus longtemps le fameux passage du Nord-Est par le détroit de Bering. To actually celebrate being part of history, you know, the first man on the moon, just spoke to the captain, I said, you know, you're the Neil Armstrong of the shipping world, you've done it. You came across the North Pole all the way down to Europe in the fastest transit time. Le passage des porte-conteneurs chinois se faisant pour partie dans la zone économique exclusive russe, est-ce une aubaine économique pour la Russie qui prélèvera sa dîme? Ces futures routes commerciales polaires vont-elles modifier durablement la géopolitique et le climat de la planète? On en débattra ce soir avant de vous retrouver Théophile Cossa et Xavier Mauduit. On va regarder la télé, Elisabeth. Ah bon? Nouvel opérateur Free propose une offre de télévision gratuite aux grandes dames de France Télé et de TF1. Oui, nous allons regarder la première diffusion télévisée en public. C'était en 1931. En public? Oui, à Paris? À Paris, Vous nous racontez en banlieue. tout. On aura des images. Et vous, Théophile? Je vous parle d'or, ce métal qui nous rend tous fous. Figurez-vous qu'il n'a jamais valu aussi cher. Son cours ne fait que de grimper, ou presque. Mais pourquoi cette flambée des lingots? Le cours de l'or, je vous raconte comment ça marche. Valeur refuge, c'est ça, hein. À tout à l'heure. Et pour commencer, on reçoit avec une certaine jubilation le comédien Pierre Arditi. 60 ans de carrière cette année et une boulimie de vie absolument frénétique. Celui qui aime dire « J'ai un père de cinéma, Alain Resnais, et un père de théâtre, Marcel Maréchal. Joue tous les soirs à Paris un père absolument irresponsable, narcissique, cabotin, manipulateur dans une pièce très drôle. Je me souviendrai de presque tout. Arditi précédé par son cerveau intact, le voici. Qu'est-ce qui se passe, Pierre Arditi? Mais il ne se passe rien. Ah bon, non, je vous sens gigoter. Je vous contemplais. Ah, mais moi Et aussi. de temps en temps, je vous regarde évidemment. Bien sûr, vous Très gigotez bonne beaucoup. émission. Et là, je vous contemplais, Très puisque je bien. vous vois en vrai. Quoi. Alors, vous avez donc la chance de contempler aussi Fanny Veil et Benjamin Sportouche. Mais bien sûr. On est tellement heureux de vous recevoir à l'occasion vous êtes de ce sûr. succès phénoménal de votre dernière pièce. Oui. Hein? Oui. Comment elle s'appelle déjà? Je me souviendrai de presque tout. Oh là là, C'est un très joli titre. superbe, une pièce écrite. Pour lequel je me suis battu pour qu'on le garde. Bah, Je voulais tiens. appeler ça autrement. Une pièce écrite sur mesure pour vous, par Monsieur Macquart. Oui, Et j'ai une question. une seule. Vous avez tourné dans combien de navets, Pierre Arditi? Pas- Non, parce que c'est Oui, c'est dans la pièce. dans la pièce. Non, des navets, je ne peux pas dire. Un divorce, 4 navets. Oui, oui, ça, c'est C'est le barème du showbiz. C'est le barème du showbiz. On Voilà. divorce, j'ai Donc, divorcé 7 très peu de fois. navets. Chaque divorce vaut 4 navets, ça fait 28 navets pour survivre. Très bien. Eh bien, donc, ce sera une interview entre le théâtre et l'agriculture et la culture du navet, avec Pierre Arditi que nous aimons tant, le profil idéal de Pierrot, par Gaël Legras. On vous retrouve juste après. Pierre Arditi, selon vous, les vrais acteurs sont infréquentables, ce sont des pervers absolus. Après 60 ans de carrière, à quel point êtes-vous devenu diabolique? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Vous naissez en 1944. Votre père est peintre et vous baignez dans un univers de création. Grâce à ces relations, vous fréquentez Jacques Brel ou Guy Béard et vous assistez à leurs concerts au cabaret Les Trois Baudets. Ce qui me fascinait chez eux, c'était d'être regardé, reconnu par les autres. À l'âge de 18 ans, en 62, vous êtes subjugué par Claude Rich dans la pièce Victor ou les enfants au pouvoir. J'ai 9 ans. J'ai un père, une mère, une bonne. J'ai un navire à essence qui part et revient à son point de départ après avoir tiré 2 coups de canon. Je me suis dit, je veux faire ça. Élève au cours de la comédienne Tania Balachova, vous débutez à Lyon au milieu des années 60 avec l'acteur et metteur en scène Marcel Maréchal que vous considérez comme votre père de théâtre. Vous parliez d'un certain sourire des dieux. C'est vrai. Il s'agissait d'une certaine lumière. C'est la question. Vous rencontrez le succès au cinéma dès les années 80, notamment grâce à Alain Resnais, avec qui vous tournez une dizaine de films. En 87, vous remportez votre premier César pour votre rôle dans Mélo. Ce regard qu'Alain Resnais a bien voulu porter sur moi un jour, il y a 5 ans, c'est à ce regard que je dois être là aujourd'hui. Selon vous, dans la vie, il n'y a pas une minute à perdre. Vous tournez plus de 80 films, jouez dans autant de pièces de théâtre et incarnez un nombre incalculable de personnages à la télévision, au risque de ne pas toujours être présent pour l'enfant qui naît lorsque vous avez 24 ans. Le travail m'a beaucoup bouffé, ou je me suis laissé beaucoup bouffer par le travail, comme vous voulez.
j'ai un peu négligé ce regard-là sur mon enfant. Je crois que c'est très difficile d'être père. Aujourd'hui, la pièce que vous jouez est écrite sur mesure pour vous. Je m'attendais d'écrire mes mémoires. Et puis je me suis souvenu que j'avais un fils qui écrivait, lui aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas lui? En septembre dernier, vous déclariez « Le théâtre, c'est ma vie. J'ai commencé là. Je mourrai là. » Pierre Arditi est affalé comme une vieille panthère sur la Oui, table. une vieille panthère. Mais comme Et un vous jeune avez- léopard. Voilà, aussi. Vous avez failli défaillir d'émotion en voyant Claude Rich dans la pièce de Roger Mais, Vitrac. Je vais vous dire, j'ai connu des acteurs, comment dire, quand j'étais beaucoup plus jeune, Robert Hirsch par exemple. Oui. Par exemple, Oui. c'est le premier que j'ai vraiment vu qui m'a fasciné, avec lequel d'ailleurs j'ai eu la chance de jouer après. Claude Rich, je l'avais vu dans Victoire ou les enfants au pouvoir, et comme vous avez pu voir l'extrait, c'est-à-dire qu'il joue un petit garçon de 9 ans. Vous n'avez pas gardé la dernière phrase. Il dit j'ai une locomotive, j'ai machin, des trucs comme ça. J'ai 9 ans et je suis terriblement intelligent. Terriblement intelligent. Il faisait ça génialement et je me suis dit je veux faire ça. Je veux faire ça. Mais vous disiez de vous petit, je ne me plaisais pas du tout. Pas du tout. petit. C'est pour ça que vous avez voulu accoster d'autres rives, devenir d'autres personnages. Parce que vous ne vous plaisiez pas. Bah, en partie, oui. En partie. Oui, en partie. Enfin, j'ai surtout été pris par la peau du cul, par la peau des fesses, par ma sœur, qui a exigé que je retourne au cours d'art dramatique avec elle, chez Tania Balachova. Je ne me faisais pas confiance. Voilà. J'ai Le un temps peu a changé. passé. Depuis, Voilà. je me fais un peu confiance Voilà. quand même. Mais c'est comme ça que c'est venu. Et alors vous dites, je ne suis jamais aussi peu masqué que quand je joue. C'est vrai. Mais comment ça? Bah, c'est en principe, des rôles de quand composition. un acteur joue, il est masqué, Oui. il a le masque de son personnage. Mais moi, je suis un acteur stanislavskien, comme on dit, c'est-à-dire que je La suis... méthode je suis Stanislavski. adepte de la méthode stanislavskienne, qui n'est rien d'autre que la méthode de l'acteur studio 2 siècles avant. C'est-à-dire, use it, sers-toi de toi pour incarner cet autre qui te semble étranger, qui en fait est un cousin germain. C'est pour ça que je dis que les acteurs, en tout cas les vrais acteurs, sont infréquentables, parce que moi je passe ma vie payé pas mal finalement, pour remuer les marécages qui sont les miens, alors que la majeure partie de mes congénères s'ingénient à les enfouir pour ne pas savoir qu'ils les contiennent. Donc, Voilà, on je peux pas vous comprend dire mieux. beaucoup mieux. Donc je suis... J'ai un masque, c'est un faux masque. Oui. Dans la pièce que vous êtes venu voir, visiblement, C'est vous. C'est vous c'est aussi. moi en partie, en tout cas. Oui, mais d'ailleurs, Il y a, on vous il y a a des vu. choses que je ne cache pas du tout. Alors après, oui, les gens, ils voient ce qu'ils veulent. C'est moi, c'est pas moi, on fait comme on veut. Enfin, en attendant, quand on vous voit vous confesser chez Henri Chapier, sur le divan, et évoquer le fait que vous avez été un mauvais père, car vous n'avez pas eu le temps de vous occuper de votre fils. Oui. Vous Pas étiez mauvais. pris par le narcissisme, le théâtre et le cinéma. Ben, c'est la pièce. Oui. Et ça a J'ai fabriqué été un une père, boule d'aigreur. J'ai été un père relativement absent à un âge où les pères ne doivent pas l'être. Donc je me suis rattrapé depuis. Puis maintenant, ce petit garçon que je portais dans mes bras, il a 56 ans, donc je ne le porte plus dans mes bras, j'ai pas la force. Il vous porte je sur le son porte dos. autrement, je le porte sentimentalement. Pierre Arditi, il y a aussi évidemment dans la pièce, vous faites un malaise dans la pièce. Oui. Donc ça, il y a un va-et-vient entre le réel et ce qui vous est arrivé en 2023, où il y a eu un ou deux malaises lors de la pièce Le Oui, Lapin. oui, mais- Et les téléspectateurs sont dans une vraie empathie par rapport à vous. Hein. Oui. Vous le deviniez, ça, vous l'aviez anticipé. Oui, comment dire, quand j'ai eu ce vrai pépin, car ça, Oui. qui est un vrai. Ce fut un gros pépin. Il y a eu beaucoup de témoignages, hein, j'ai eu énormément de témoignages. Et d'ailleurs, bon, dans la pièce, là, j'en ai un, mais il est faux. Et il y a toujours un petit flottement dans la salle. Oui, Je dis, non, oui. ça ne va pas recommencer. Évidemment, on le sent. Évidemment, d'une perversité totale, je continue à leur faire croire que ça pourrait être la vérité. Total. Alors, Pierre Arditi, on va évoquer avec vous et avec Fanny Veil le fait que les Français qui ont un fils à la tête de l'État en ce moment, un jeune Emmanuel Macron, aimeraient, semble-t-il, avoir un père, hein, une figure paternelle. Eh oui, 85% d'entre eux estiment qu'il faut à la France un vrai chef pour remettre de l'ordre. C'est l'une des conclusions de l'enquête annuelle d'Ipsos sur les fractures françaises publiée la semaine dernière. Un chiffre qui augmente sur un an chez les partisans d'à peu près tous les partis politiques. En parallèle, 84% des Français sondés affirment que l'autorité, je les cite, est une valeur trop souvent critiquée aujourd'hui. Alors est-ce à dire que l'autoritarisme séduit de plus en plus en France? Non, parce que les 2/3 des Français considèrent encore que la démocratie est irremplaçable, qu'elle est le meilleur des systèmes, mais ils dénoncent un personnel politique peu représentatif et inefficace. Pierre Arditi, vous qui avez fréquenté des présidents, je pense notamment à François Mitterrand, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il manque à la France une autorité morale, un père de la nation, entre guillemets? L'autorité, oui, l'autoritarisme, non. Voilà, ça c'était l'évidence même.
C'est d'ailleurs l'autoritarisme et la dérive de l'autorité. On va tous être d'accord sur un certain nombre de choses qu'on doit encadrer pour qu'elles ne dérivent pas vers des choses qui sont inavouables ou insupportables. Voilà. Vous êtes toujours de gauche, vous le dites, même si c'est moins intact. Mais vous croyez dans la gauche d'aujourd'hui ou pas? Mais je vais vous dire, j'ai piqué cette phrase, je ne sais plus à qui d'ailleurs, qui est à la fois humoristique et qui n'est pas intégralement... C'est pas intégralement ce que je pense, mais c'est ironique de ma part. Je suis de gauche et c'est pour ça que je ne peux pas voter pour la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et au-delà de la formule, comme ils le voudront, je n'ai pas changé. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête de la gauche aujourd'hui ne vous conviennent pas, que ce soit Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, tous ces gens-là, c'est pas votre gauche? Non. Loin de là. Non, j'ai trouvé une gauche plus inventive, plus ouverte au monde, plus humaniste, plus efficace surtout. Et là, qui étaient les derniers héros de cette gauche pour vous? Qui étaient les derniers héros au sens c'est un secret politique. J'ai aimé Mitterrand, bon ça, bien sûr, mais par exemple, je comprends très bien, il y a des tas de choses avec lesquelles je peux ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron. En particulier, par exemple, la dissolution, qui est un des véritables désastres. D'ailleurs, il l'a reconnu lui-même, finalement. Bon. Mais cet acharnement à dire que dès qu'il y a 3 gouttes de flotte, c'est lui, dès qu'on a mal au ventre, c'est lui, dès qu'on ne va pas à la selle, c'est lui, à un moment donné, c'est un petit peu fatigant. Voilà, on peut ne pas être complètement d'accord avec lui. Il y a aussi un moment où on dit, oui, il est très prétentieux de ça. Non, il emploie un langage qui est relativement... Il sait parler la langue française, ce qui, à mon sens, n'est pas un défaut, mais plutôt une qualité. Alors, c'est ça qui fait qu'on le prend pour quelqu'un de méprisant. Non, il explique un certain nombre de choses. Après, il y a des tas de choses avec lesquelles, encore une fois, je peux ne pas être d'accord. Cette gauche-là, toute tendance confondue, je ne m'y retrouve pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, les seuls dans lesquels je pourrais me retrouver, eux-mêmes n'en veulent pas. Élevons-nous un peu, parlons de l'après, puisque dans la pièce, il est question de l'après, de l'immortalité. Vous dites, je ne crois pas en Dieu, mais je n'en suis pas sûr. Oui. C'est une jolie formule aussi. Vous avez le sens des formules, Pierre Arditi. Vous avez remarqué. Et vous êtes mystique? Vous êtes un mystique incroyant? Je suis un athée mystique. Voilà, ça, c'est pas de moi, c'est René qui dit je suis un athée mystique, mais un athée. Et votre humilité, qui parfois n'est pas feinte, vous fait remarquer que pour les acteurs, ces feuilles dans le vent. Oui, c'est comme la postérité. Oui, qu'est-ce qui disait ça? C'était très joli. C'est une phrase d'un écrivain très connu qui m'échappe là, mais l'avenir de je ne sais plus quoi est l'avenir d'une feuille morte. Voilà, bon, je ne sais plus qui a dit ça. C'est ça les acteurs? Non, les acteurs, ce n'est pas des feuilles mortes, c'est des feuilles vivantes. Non, je ne crois pas à l'après. Je veux bien le croire pour ceux qui me sont chers. Par exemple, j'ai depuis toujours cette sensation qu'un jour ou l'autre, mon père et ma mère vont me faire un signe du coin d'une rue, pas tellement loin d'ici, parce que mes grands-parents vivaient place Wagram. Et je me suis dit, peut-être ils seront là, ils me feront un signe en me disant que c'est là, qu'ils sont là, eux. Pour moi, j'y crois pas. Eh ben voilà, il croit aux forces de l'esprit, comme disait François Mitterrand. On boucle la boucle. Pierre Arditi, vous faites paraître un livre en novembre, vos mémoires? Non, ce ne sont pas des mémoires. Ce ne sont pas des mémoires? Non. C'est vous qui l'avez écrit? Ah oui. Pour continuer avec la pièce? Non, oui. J'ai écrit seul, mais c'est autre chose. Vous verrez, je reviendrai vous en parler. Formidable. Hein, voilà, c'est ça. Et puis après, vous verrez bien. Et voilà. Je vais vous l'envoyer. Le souvenir de presque tout. Le 13 novembre en librairie. J'ai piqué la moitié du titre de la pièce que je joue parce qu'il me plaisait beaucoup. Oui. C'est très exactement ça. Nous l'avons remarqué. C'est une mémoire, mais ce n'est pas des mémoires. Ce ne sont pas des mémoires. Non. Et votre pièce est prolongée jusqu'au 18 janvier. Oui, au théâtre même jusqu'au-delà peut-être là même et après en tournée. Voilà. Non, après je ferai autre chose. Merci Pierre Arditi. C'est moi qui vous remercie. J'étais très content d'être. Non, on devrait vous appeler Père Arditi, d'une certaine façon. C'est insupportable. Voilà. Allez. Rideau. On passe à notre débat, merci encore, sur les conséquences géopolitiques et environnementales de ce que la Chine présente comme un tournant. Un porte-conteneur a mis 20 jours seulement pour relier ses côtes au Royaume-Uni par l'Arctique et par le fameux passage du Nord-Est. La fonte accélérée des glaces le permet désormais. Des trajets maritimes plus rapides, moins de kérosène, donc moins de pollution, ou toujours plus de conteneurs et de consumérisme, donc plus de pollution. Par ailleurs, quel rôle pour la Russie dans ces nouvelles routes de la soie polaire? On en parle après la mise au point d'Amiras Willem. « 20 jours, un record qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout de glace.
Ce navire qui est en train d'accoster en ce moment vient juste d'achever un voyage qui l'a mené de la Chine à la Grande-Bretagne. 4350 km en seulement 20 jours. C'est l'équivalent du premier homme sur la Lune. Je viens de parler au capitaine, je lui ai dit « Vous êtes le Neil Armstrong du transport maritime. Vous avez réussi. Vous avez traversé le pôle Nord pour arriver jusqu'en Europe en un temps record. » Avec cette prouesse réalisée il y a à peine 2 semaines, c'est une nouvelle route maritime qui s'ébauche. L'Arctique, 2 fois plus rapide dans ce cas qu'un transit via le canal de Suez. Un exploit rendu possible par le changement climatique. La fonte des glaces, certains s'en frottent les mains, à commencer par les Russes. L'Arctique aujourd'hui est une sorte d'entrepôt d'envergure mondiale. Les chiffres confirmés par des explorations sur place indiquent que 8% des réserves en pétrole et gaz se trouvent là, dans l'Arctique russe. La Russie a déjà prévu de multiplier par 4 le trafic d'ici 10 ans. La Chine, elle, parle déjà de route de la soie polaire. L'Arctique, nouveau terrain de guerre commerciale, de possibles guerres tout court. Les États-Unis entendent bien s'imposer aussi dans la zone. Au début du mois, Donald Trump a passé commande de 11 brise-glaces. In all of that millions and millions of acres, we only have one icebreaker. Other countries have more than we do, and we're buying the finest icebreakers in the world, and Finland's known for making them. Alors, avec la fonte des glaces, la situation risque-t-elle de chauffer dans l'Arctique? Le réchauffement climatique va-t-il bouleverser le commerce mondial? Au-delà du symbole, l'Arctique peut-il devenir une nouvelle autoroute maritime? Nos 3 invités, Camille Escude-Joffre, bonsoir, vous êtes géographe et spécialiste de la géopolitique de l'Arctique. Votre ouvrage coécrit avec Lydie Lescarmontier, Les pôles en 100 questions, je raccourcis le titre, est paru chez Talandier. Et vous considérez, à propos du sujet qui nous intéresse, que ce qu'a réalisé le porte-container, ce porte-container en passant par l'Arctique, est davantage un coup géopolitique par la Chine, donc, que le signal d'un changement des équilibres commerciaux à grande échelle. C'est aussi un symbole de l'alliance de Pékin et de Moscou dans cette zone qu'on appelle le Grand Nord. À côté de vous, Paul Touret, bonsoir, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Selon vous, cette nouvelle route ne va pas révolutionner le transport maritime, mais elle peut intéresser des secteurs comme l'électronique ou l'automobile s'il y a des clients prêts à payer pour un service plus rapide. Ça peut marcher, encore faut-il avoir des bateaux capables de naviguer dans ces mers froides en Arctique. Et à côté de vous, Lucille Schmitt, bonsoir, présidente du think tank La Fabrique écologique. Selon vous, ce n'est pas seulement un tournant pour le commerce mondial, c'est d'abord un tournant en matière de dérèglement climatique. Et cela nous indique à quel point la fonte des glaces en Arctique s'accélère. On en a là une illustration extrêmement concrète, puisque avant, les bateaux pouvaient très difficilement se faufiler à travers ce passage du Nord-Est. Et on démarre justement avec la carte du jour. Oui, c'est celle donc de la route maritime empruntée pour la première fois le 23 septembre dernier par l'Istanbul Bridge, un méga navire chinois et ses 5000 conteneurs partis donc du port de Ningbo en Chine et arrivés au Royaume-Uni, au port de Felixstowe le 13 octobre, soit donc 20 jours pour relier ces 2 points en passant par la route de l'Arctique dite du Nord-Est ou encore l'Arctic Express, là où habituellement il en faut le double par le canal de Suez. Camille Escude-Joffre, c'est vraiment un tournant donc dans le commerce mondial, voire dans la géopolitique planétaire ? Je ne pense pas qu'on puisse qualifier cet événement de véritable tournant. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui reste de l'ordre de la niche, où effectivement, du coup, davantage médiatique ou géopolitique, sans que cela préjuge d'une nouvelle autoroute polaire, comme certains chercheurs le disent, à venir. À mon avis, il y a encore aujourd'hui beaucoup trop d'obstacles et beaucoup trop de risques. En revanche, c'est effectivement un symbole très fort, un geste très fort. Et des ambitions derrière, non, quand même. Si on l'emprunte une fois, c'est qu'on se dit qu'on va le faire plusieurs fois par la suite, non ? Oui, sauf qu'aujourd'hui, il reste de nombreux obstacles, à la fois climatiques, à la fois environnementaux, à la fois technologiques, à la fois financiers, sans parler évidemment des risques géopolitiques, puisqu'aujourd'hui, c'est la Russie qui contrôle l'intégralité de cette route. Donc c'est la Chine qui a pu faire ce trajet, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose qui se généralise à court ou à moyen terme, en tout cas. On va y revenir, mais Lucille Schmitt, est-ce que c'est le réchauffement climatique qui fait que cette route est aujourd'hui praticable alors qu'elle ne l'était pas il y a encore quelques années, voire quelques mois ?
Oui, bien sûr, c'est le réchauffement climatique. Et dans les derniers rapports du GIEC, donc les experts climatiques qui travaillent à l'échelle mondiale, on voit que l'accélération en fait, de la fonte des glaces, c'était déjà 2 fois plus qu'à l'échelle mondiale. Maintenant, c'est 3 à 4 fois plus. Donc, en fait, c'est l'indice que le réchauffement climatique, les dérèglements sont en train de sont exponentiels, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose de très grave. Et ça m'a vraiment frappé quand on a commenté ce trajet, ce voyage, cet exploit maritime. Que d'aucuns rapportent à celui de Neil Armstrong en 69, vous avez vu. J'ai trouvé ça quand même assez délirant, pour être franche, parce que je me suis dit, la première chose qu'on devrait commenter, c'est l'accélération du dérèglement climatique. Et donc, on voit bien comment l'agenda écologique est toujours dans les interstices, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'agenda commercial, il y a l'agenda économique, il y a l'agenda maritime, et l'agenda écologique, c'est toujours... quand vous dites agenda, c'est priorité, quoi. Et c'est un oubli, même. C'est quelque chose qui, au fond, est un déni de ce qui nous menace. Paul Touré, mais d'un point de vue commercial, tout de même, pour y revenir, le gain est important. Le principal avantage, c'est le gain de temps, donc le gain d'argent. C'est ça qu'il y a derrière, cette absence de préoccupation climatique. Ça peut être une solution si on envisage une sorte de messagerie maritime, c'est-à-dire un service express par le Nord. Express en 20 jours. Express en 20 jours, parce que normalement, c'est à peu près un mois quand vous passez par Suez, et avec le passage au sud de l'Afrique, on est quasiment à 40 jours. Donc effectivement, c'est un raccourci. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas un navire, il faut 7 navires, 6 navires, parce que la ligne régulière, c'est d'avoir des bateaux qui partent toutes les semaines. Donc un bateau ne fait pas la pluie ou le beau temps, il faut un vrai service. Alors ce qui est peut-être original, c'est l'arrivée justement d'une compagnie chinoise qui veut proposer quelque chose, plus que finalement ce passage... Alors, vous évoquez le fait que c'est plus court en termes de durée que par le sud, par le canal de Suez et la mer Rouge. On va regarder avec notre archive quelque chose de très particulier par rapport à la mer Rouge, c'est qu'il y a eu, en tout cas en 2024, énormément d'insécurité. Regardez. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis ciblent les embarcations marchandes en soutien au peuple palestinien, disent-ils. Dans les faits, tous les bateaux peuvent être visés sur cette route maritime essentielle qui relie Afrique de l'Est, Asie et Méditerranée. Du golfe d'Aden, en passant par la mer Rouge jusqu'au canal de Suez, 30% du trafic mondial de porte-conteneurs transite normalement par cette région. Mais selon l'ONU, au cours des derniers mois, leur passage dans la zone a diminué de 67%. Une quinzaine de navires ont été touchés au cours des derniers mois. Comme le Rubimar, la frégate longe son épave. Il coule peu à peu, risquant de déverser sa cargaison d'engrais en mer Rouge. Paul Touré, l'Arctique, ça a quand même un avantage, c'est moins de piraterie que ce qu'on vient de voir, par exemple, au canal de Suez, largement. Ça peut être envisageable pour l'ensemble des industries européennes qui utilisent des produits chinois. Pas forcément comme nous, comme consommateurs, parce qu'on sait bien que Noël arrivera toujours le 25 décembre et les industriels et la grande distribution feront en sorte que... Il y a beaucoup d'entreprises, on cite Tesla, notamment on a vu l'incident à Suez il y a quelques années, la fermeture. Il y a beaucoup d'usines qui ont besoin de pièces chinoises qui ne font plus de stock. Donc est-ce qu'on peut offrir un service rapide par le Nord ? Sécurisé, alors évidemment avec les Russes, mais bon, comme l'autre solution, c'est de faire du ferroviaire à l'intérieur de la Russie, si on veut créer une sorte de, encore une fois, de messagerie très rapide, où on paye. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs qui préfèrent le prix, et le prix, c'est la longue route, parce qu'il y a beaucoup de conteneurs, et le prix est très très intéressant, y compris, on pourrait presque se payer nous-mêmes un conteneur en transport entre la Chine et l'Europe. Alors que, Camille, est-ce que déjà ça va être beaucoup plus cher si on demande la sécurisation par les Russes? C'est ça, on trouve des chiffres quand même assez affolants. Ça va être 120 000 $ pour être escorté par des brise-glaces russes pour un bateau de 100 000 tonnes, par exemple. Oui, c'est ça? Je voulais peut-être signaler 2 choses. La première, c'est que la distance géométrique, la distance kilométrique, ça n'est pas la distance coût et ça n'est pas la distance temps. Ça, on en fait tous l'expérience dans notre vie quotidienne. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi en Arctique. Ça n'est pas parce que c'est plus court en termes de kilomètres de 30 à 40% que c'est plus court en termes de temps et surtout plus court en termes de coût. La deuxième chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est cette histoire de sécurité. Il est vrai qu'il y a très peu de pirates en Arctique de manière comparative par rapport à ce qu'on peut observer autour du canal de Suez. Avec les Houthis notamment. Complètement. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions de sécurité qui se posent, qui sont aussi d'ailleurs liées aux conséquences du changement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien de cause à conséquence extrêmement clair entre fonte des glaces égale route qui s'ouvre. On sait par exemple aujourd'hui que les glaces dérivantes représentent des nouveaux obstacles à la sécurité maritime, sans compter les conditions extrêmes polaires qui ne sont pas en fait
qui restent imprévisibles en dépit du changement climatique. Aujourd'hui, ce sont des zones qui sont très peu cartographiées, ce sont des zones avec très peu d'infrastructures. En cas de catastrophe environnementale, ça serait une véritable catastrophe à les repêcher, ou même en termes de catastrophe humaine. Les satellites, par exemple, fonctionnent très mal, donc même en termes de sécurité, les conditions polaires font qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un lien de causalité très simple qui fait de ces autoroutes des autoroutes polaires. Et Lucie Schmitt, le climat peut se venger quelque part, parce qu'il y a des icebergs. Là, d'ailleurs, il y a des assureurs qui ne pourraient pas assurer parce qu'il peut y avoir des accidents majeurs. Donc le climat aussi est présent là. Il peut ce qui est important, il y a un rapport qui est paru fin septembre sur l'état de l'océan, qui est un rapport régulier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont constaté qu'entre 2024 et 2025, la surface de glace en Arctique elle s'est amenuisée, si vous voulez. Il y a eu 4 records qui ont été battus en termes d'amenuisement en fait, de la glace qui est là. Et comme le disait Camille Escudé, en fait, s'il y a moins de glace, en fait, ça veut dire des risques supplémentaires. Et ça veut dire aussi, effectivement, comme on vient de le dire, que vous dépendez davantage des brise-glaces, d'où l'image de Donald Trump qui dit « je vais prendre les meilleurs brise-glaces au monde », etc. Donc on voit bien que, même si on n'est pas écologiste, sur le plan économique, ce n'était pas encore une réalité. Et on voit bien aussi qu'en termes humains, c'est prendre des risques qui sont complètement disproportionnés. Donc ça éclaire sur la façon dont la Chine veut mettre ça en avant. Ce n'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons de puissance, c'est pour des raisons géopolitiques, géostratégiques. Et c'est à cause, évidemment, aussi de son alliance avec la Russie. C'est une alliance qui, encore une fois, va contre l'Occident. Je pense que ça, c'est un point qu'il faut rappeler. On va y revenir avec Paul Touré. En prenant une route qui ne dure que 20 jours au lieu de 35 ou 40, on utilise moins de kérosène. Donc il pourrait dire, soyons pragmatiques, ce sera climatiquement parlant, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, plus intéressant. Est-ce que c'est recevable comme argument ? A priori oui, mais les grands navires sont particulièrement efficients. Un grand navire avec 25 000 conteneurs, aux conteneurs transportés, ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc les armateurs préfèrent plutôt des gros navires géants qui font beaucoup de marchandises plutôt qu'un petit navire comme ça dans le Nord. Et puis il ne faut pas oublier qu'en 2021, les grands armateurs ont dit on ne veut pas passer parce qu'il y a une image qu'ils ne veulent pas, c'est l'ours blanc désespéré sur la banquise avec un grand porte-conteneurs d'une marque occidentale. Donc un moment où ils jouent beaucoup dans le verdissement... greenwashing. Si vous voulez, ou simplement le verdissement actif, l'image de passer dans le Nord. C'est pour ça que CMA-CGM, notamment, a dit qu'elle ne passait pas. MSC, la compagnie les grandes compagnies ne veulent pas avoir cette image-là. Les Chinois ont autre chose et peut-être cette route de la soie arctique est dans un autre discours que les grandes compagnies occidentales. Alors, ça dépend aussi, mais ce qu'il y a dans les bateaux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans les conteneurs, mais on sait qu'il y a de la fast fashion, on sait qu'il y a l'électronique bon marché. Donc, ça dépend de ce qu'il y a dans le bateau. Alors, on va évoquer avec vous, on va continuer à explorer les impacts environnementaux et climatiques. Avec vous aussi, Fanny. Passer par l'Arctique, ça va plus vite, mais ça pollue. Oui, parce que les navires rejettent ce que l'on appelle du black carbone, du carbone suisse, c'est-à-dire des particules créées par la combustion, par exemple, de pétrole, qui retombent ensuite sur la banquise. Lorsqu'elle est recouverte de suie, la glace perd son effet albédo, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir les rayons du soleil, et donc elle se réchauffe plus vite et fond plus vite également. Pour atténuer la pollution et réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre, parce que le transport maritime, c'est 3% des émissions mondiales, l'Organisation maritime internationale, une agence de l'ONU, a fixé un objectif, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, neutralité carbone en 2050. Cette organisation devait signer il y a 2 semaines un accord justement pour décarboner le transport maritime, avec à la clé des pénalités pour certains navires lorsqu'ils dépassent des seuils d'émissions, ou encore la possibilité d'acheter des crédits issus de bateaux qui, eux, à l'inverse, ont dépassé des objectifs de décarbonation. Face à la pression des États-Unis et de l'Arabie saoudite, entre autres, les discussions ont été repoussées d'1 an et les ONG de protection de l'environnement craignent qu'elles le soient éternellement. Camille Escudé, finalement, réduire le temps de trajet en repassant plutôt vers le nord par l'Arctique, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour le climat ? Non, je ne pense pas. Effectivement, en théorie, on pourrait dire que la route est plus courte, donc les navires polluent moins. Mais les conditions polaires, encore une fois, font que les conséquences du fioul lourd, qui est aujourd'hui le fioul majoritairement utilisé dans l'industrie maritime, ces conséquences-là sont bien plus graves encore dans les zones polaires qu'ailleurs. Vous l'avez bien dit, l'Organisation maritime internationale a proposé un bannissement dans les eaux polaires du fioul lourd. Ça datait de 2021.
Mais comme toujours, ça va très lentement dans ce genre d'organisation. Et donc On a la l'impression Russie, qu'il y a des blocages. Enfin, il y a beaucoup de blocages, notamment de pays arctiques comme les États-Unis, le Canada ou la Russie. Et la Russie bénéficie d'exceptions. En plus de ça, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, le fioul lourd émet dans les eaux polaires beaucoup de particules fines, donc notamment de black carbone, et que ça accélère effectivement l'amplification polaire, le phénomène dont on parlait, qui fait que les régions polaires, aujourd'hui, se réchauffent 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Donc non, ça ne pollue pas moins, sans compter encore une fois qu'il faut compter aussi des escortes de brise-glace, que les navires sont plus lourds parce qu'il y a peu de ravitaillement, donc il faut qu'ils aient des réserves de fioul, par exemple. Ce sont des navires aussi avec des coques renforcées, donc encore plus lourds. Donc certes, en théorie, on pourrait dire qu'on nécessite moins de fioul, mais de fait, les conséquences du fioul lourd dans ces régions-là particulièrement fragiles et particulièrement isolées sont évidemment délétères. Paul Touré, vous diriez aussi que c'est une illusion de parler de décarbonation de ce secteur du transport maritime ? C'est une question particulière. Aujourd'hui, on demande beaucoup à une industrie qui fait que 3% des pollutions, qui entraîne d'avoir des formes de cul-de-sac technologiques. Alors, il faut la guider vers l'avant. Qu'est-ce que vous entendez par cul-de-sac technologique ? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution pour se passer des hydrocarbures. Alternative. Aujourd'hui, on peut faire avec le gaz, qui est une demi-solution. Demain, le méthanol, l'hydrogène, il y a beaucoup de questions. Alors attention, elle est en train de freiner un peu des cas de fer. Il faut que les ONG et le pouvoir public les poussent un peu. On est une situation d'équilibre. On voit que les Américains rajoutent là-dedans. Donc on a une espèce de question politico-environnementale qui arrive. Peut-être que demain, le transport maritime continuera à brûler du carburant, des hydrocarbures, parce qu'ils sont là. Et laissons peut-être les énergies alternatives faire tout le reste. C'est le progrès. Encore une fois, c'est une des rares industries mondiales au secteur économique qui a des vrais objectifs de décarbonation. Ce qui est loin d'être le cas pour l'automobile, la chimie ou d'autres choses. Mais il n'y a aucun transport vertueux, finalement, Lucie Schmitt. Moi, je voudrais quand même rappeler que et le transport maritime et le transport aérien ont été dispensés des disciplines en fait, de l'accord de Paris. Et que donc, effectivement, il y a une progression de ces modes de transport pour se donner des disciplines. Mais comme ça vient d'être dit, ensuite, il y a des blocages qui sont portés par les grandes puissances productivistes, surtout avec Donald Trump. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que sur le plan économique, il n'y a pas que le commerce. Il y a aussi le fait que la moitié des poissons qui sont mangés aux États-Unis, en fait, viennent de ces zones-là. Il y a une biodiversité puissante. C'est pas un hasard, c'est le World Wildlife Fund, depuis les années 70, travaille sur l'Arctique, c'est-à-dire sur la question de cette... je veux dire, est-ce qu'on veut qu'on soit dans un monde où il n'y aura plus de baleines ? La question, c'est les phoques, les otaries, les baleines, le plancton. Et donc, la biodiversité... on sait que ça interagit avec la question climatique, et ça, c'est un enjeu très, très important, me semble-t-il. Pour la faune aussi. Alors, sur l'intérêt géostratégique, Vladimir Poutine ne cache pas son intérêt pour cette nouvelle route économique et les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Écoutez le président russe. Особо значимая тема как для Дальнего Востока, так и для всей нашей страны, для всего евразийского континента, это развитие трансарктического транспортного коридора. Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте растет, как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков. Мы будем развивать трансарктический коридор. Camille Escudé, ce qu'on entend là, c'est en fait la bataille pour devenir une puissance polaire, non ? Entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est ça qui se joue ? Je pense que la Russie a déjà gagné cette bataille d'être une puissance polaire. Aujourd'hui, la Russie, c'est la moitié de l'Arctique, la moitié du littoral arctique, la moitié des populations. On estime qu'il y a à peu près 20% du PIB de la Russie qui se joue au nord de l'Arctique. La Russie, c'est le pays qui a mis en valeur le plus précocement et le plus intensément son Arctique. Et pour prendre un chiffre très concret, la Russie possède aujourd'hui la moitié de la flotte mondiale de brise-glace. Le Canada est très loin derrière. Très loin. Les États-Unis ont l'Alaska, par exemple. On pourrait se dire, voilà, ils ont quand même un avantage majeur. Oui, c'est vrai. Les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie à 150 ans. On pourrait se demander ce qu'il en serait aujourd'hui si ça n'avait pas été le cas. Mais les États-Unis sont une puissance qui s'intéresse très récemment en fait, à l'Arctique. Moi, je date ça de 2019 et des premières sorties de Trump pour proposer d'acheter le Groenland. Et d'après moi, l'intérêt des États-Unis est en fait à la traîne de l'intérêt de la puissance russe et même de la puissance chinoise. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine, sans être souveraine en Arctique, est une puissance polaire, c'est indéniable. Et que les États-Unis essayent de se placer, mais avec un peu de retard, derrière cette immense puissance russe et aussi chinoise. Et Paul Touré, la Chine parle de route de la soie polaire. C'est un des axes qu'elle souhaite travailler avec une vraie question pour rebondir. C'est qu'on a l'impression qu'on est dans un espèce de culbuto, c'est-à-dire comme vous savez, cette boule de fer qui est en train de nous tirer vers l'Arctique, dans lequel il faut dire c'est une question périphérique par rapport au reste du monde. Je veux dire, la démographie mondiale, le commerce mondial, la géopolitique mondiale, elle est quand même
dans la bande centrale de notre planète. Elle n'est pas là où. Oui, mais là, on sent un axe russo-chinois se monter les quand même. Russes, les Canadiens, les Chinois, même les Européens, parce qu'il y a vous savez, on participe aussi au Conseil de l'Arctique. On a une position. La France a envoyé des bateaux militaires. Donc, il y a une vraie question. Maintenant, et voilà, à notre époque, il faut bien jauger les choses. Il ne faut pas trop en faire. La Russie nous dit quelque chose sur sa volonté de s'inscrire par l'Arctique dans la carte mondiale. La Chine tisse des liens dans tous les sens vers le reste du monde. Les Américains, vous vous souvenez du Groenland il y a quelque temps. Donc on est dans une vraie géopolitique mondiale, mais il ne faut pas non plus surestimer ni le poids économique, ni le poids démographique, ni même le poids géopolitique de tout ça. Il ne faut pas surestimer, mais on sent qu'il y a un vrai enjeu et que, encore une fois, l'angle mort, ça va être l'environnement. Je pense que le principal sujet, c'est de dire que c'est peut-être pas géopolitiquement très important, mais sur le plan environnemental, c'est central. Et la deuxième chose, c'est quand même que la Russie, qui est une grande puissance offensive et militaire, elle compte sur l'Arctique. Mourmansk, c'est très important. C'est la moitié. Pourquoi parce que c'est la moitié des. C'est le grand port arctique des Russes, et c'est la moitié de la flotte des sous-marins nucléaires russes qui y est. Donc il y a un enjeu. Tout dépend en fait de l'angle qu'on choisit. Est-ce que c'est l'enjeu militaire et l'offensive? Est-ce que c'est l'enjeu environnemental? En termes militaires et environnementaux, je crois que l'Arctique, c'est fondamental. Oui. Mais quid des Européens alors, Camille Escudé? On est là, on regarde les trains passer, en l'occurrence les bateaux. En fait, c'est intéressant parce que je pense que la position européenne vers l'Arctique, elle a souvent été assez inaudible, assez cacophonique, et effectivement aussi beaucoup portée sur les questions d'environnement, de développement durable, d'éducation. L'Union européenne continue à financer le Groenland, qui a pourtant quitté l'Union européenne. Vous voulez dire que l'Union européenne est vertueuse, mais à la ramasse? Oui, justement, vertueuse peut-être, mais peu audible. Et il se trouve il me semble vraiment que depuis les présidences Trump, tout d'un coup, la voix européenne devient davantage crédible. En fait, ça, on l'a vu, l'université de Nuuk, donc au Groenland, a fait une étude. Il y a 3 ans, 60% des Groenlandais souhaitaient rester hors de l'UE, puisque ce sont les premiers à avoir quitté l'Union. Aujourd'hui, c'est 60% qui souhaitent réintégrer l'UE, juste après les déclarations de Trump. Et j'ai l'impression que dans ce monde effectivement très offensif, où ils se sentent peut-être menacés par des projets industriels chinois, par leur environnement extrêmement fragile, par les déclarations fracassantes de Trump, peut-être que tout d'un coup, la position européenne, qui semblait un peu inaudible, un peu naïve, tout d'un coup peut-être prendre davantage de valeur. Et ça, on le voit, il y a eu de nombreux déplacements d'Ursula von der Leyen au Groenland, et réciproquement, je pense que les liens sont en train de devenir plus forts. Plus forts. Mais puisqu'on parlait, Paul Touré, de Trump, il rêve d'un tunnel entre l'Alaska et la Russie. C'est une proposition qui lui a été faite par Poutine. On sait même, c'est plausible. Un tunnel de 10 km de long. Souvenez-vous du film coréen, personnage de l'adapté de la BD. Vous savez, ce train qui fait tour du monde. Pourquoi pas? On est au XXIe siècle, on peut rêver. L'intérêt d'un train entre l'Alaska, où il n'y a pas grand monde, de la Sibérie, il n'y a pas grand monde. Mais encore une fois, on est dans une grande gesticulation géopolitique et de surenchère, tous ces États. Dans une surenchère. Il y a quand même des États, projet. Le Canada, qui étaient très démobilisés. Vous savez, les problèmes de brise-glace, les États-Unis qui ont 2 vieux brise-glace. On voit bien le Groenland, vous savez, les terres rares. Il y a des déclarations qui ont été faites aussi sur les terres rares au Groenland. La Norvège qui est obligée de prendre des positions par rapport à un voisin avec qui il faut s'accorder. Vous dites rêver d'un tunnel, Lucie Chine, vous dites cauchemarder un tunnel plutôt, j'imagine, non? Un tunnel. Moi, je pense que on parle beaucoup de lutte de civilisation en ce moment, et qu'on voit bien que c'est 2 modèles qui s'opposent, en fait. La question environnementale, le respect des peuples autochtones, parce que je rappelle que c'est aussi tout leur modèle de vie qui est en cause, et puis de l'autre côté, les délires ultra-technologiques et fantasmatiques, en fait, de Poutine comme de Trump. Rappelons-nous qu'au fond, Poutine et Trump, d'une certaine manière, peuvent défendre des choses qui sont assez proches. Merci, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les 3 d'être venus explorer ces affaires de route polaire, de route de la soie polaire. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Théophile Cossa. L'opérateur Free lance une offre de télévision gratuite qui ulcère France Télévisions et TF1 entre autres. Et le cours de l'or, éternel valeur refuge, n'en finit pas de grimper. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est un fantisme. Infantisme, ça désignerait la discrimination à l'encontre des petits mômes, c'est entendu. Utiliser cette phrase, c'est faire de l'infantisme. On participe tous et toutes plus ou moins à l'infantisme. Vous êtes en mesure de nous dire l'infantisme, d'où ça sort? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Infantisme, du latin infans, celui qui ne parle pas, et du grec ancien isme, suffixe qui implique une idéologie, est une francisation de l'anglais childism, soit la discrimination systémique envers les enfants, catégorie de population la plus opprimée de toutes. L'infantisme et le racisme anti-enfant.
L'infantisme est décrit depuis les années 70 aux États-Unis dans le cadre des Childhood Studies, mais il n'a pas de nom jusqu'à l'essai d'une philosophe et psychanalyste américaine publié en 2012, Childism Confronting Prejudice Against Children. Le néologisme sera adapté en français par une pédopsychiatre et sociologue sous le nom infantisme. L'infantisme, comme le sexisme ou le racisme, comporte une infinité de degrés. Des violences extrêmes, tous les 5 jours un enfant est tué, toutes les 3 minutes un enfant est agressé sexuellement, au plus banal, fessées, punitions, humiliations, ou même la violence éducative ordinaire administrée à l'école, bien qu'interdite depuis 2019. Cas particulier de l'agisme, la discrimination en fonction de l'âge, l'infantisme se caractérise aussi par l'exclusion des mineurs de la place publique et la démonétisation de leur opinion. Dans le cas de la cause climatique, une conjuration d'adultes persifleurs renvoie une autiste suédoise à ses 15 ans. Dommage que la fessée soit interdite, elle en mériterait une bonne. À l'infantisme s'oppose l'enfantisme. Attention, la gourance est facile. Soit la lutte en faveur des enfants. Un récent collectif enfantiste milite pour l'égalité de dignité et de respect entre grands et petits et l'abolition des rapports de domination des premiers sur les seconds. Aux grands hommes, les petits reconnaissants. Épatant, Thibault Nolte, merci. Retour de Théophile Cossa et de Xavier Mauduit, l'heure de vos chroniques est arrivée. Alors, bon, la télé parle de la télé, on se regarde le nombril, mais pas vraiment, Xavier. En fait, il y a une nouvelle offre de télé gratuite, on ne savait pas, enfin ça nous avait échappé, proposée par l'opérateur Free, qui appartient à Xavier Niel, et ça provoque une levée de boucliers chez France Télévisions et chez TF1 qui y voit une forme de pillage, carrément. On ne parle pas de ça, non. On remonte aux origines de la télé. Au moins, à ce moment-là, il n'y a pas de concurrence. Parce que nous allons le 14 avril 1931, Elisabeth, à Malakoff, commune là au sud de Paris, où un public de 800 personnes se réunit dans l'amphithéâtre de l'École supérieure d'électricité pour la première diffusion télévisée en public. Moment absolument incroyable que l'on doit à un ingénieur de génie, c'est René Barthélemy. Lui, il travaille pour la compagnie des compteurs de Montrouge. Montrouge, c'est juste à côté de Malakoff. Hein. Et c'est une compagnie, une société qui s'est spécialisée dans les compteurs. Alors, les compteurs d'eau, compteurs de gaz, compteurs d'électricité, mais qui a développé son activité vers la diffusion d'images, de sons, télévision, mais sous l'égide du ministère des PTT, les postes, télégraphes. Les PET. Et téléphones. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ce jour-là là Bon, pas grand-chose. Non, si, enfin, dans l'amphithéâtre à Malakoff, vous avez un écran qui est installé. Il n'est pas bien gros, hein. 40 sur 30 cm, et on y voit des images qui sont tournées mais, à 2 km de là, à Montrouge, justement, et apparaît soudain Suzanne Bridou. Suzanne, c'est la collaboratrice de René Barthélemy. C'est la première speakerine, en fait. Alors, on la voit, elle sourit, elle se repoudre le minois, elle fume. Alors, il y a des volutes de fumée. Oui, c'est très rigolo. Et puis, elle annonce la diffusion d'un film muet, L'Espagnol à l'éventail. Et là, dans le public, tout le monde regarde. Alors, regarde l'écran, mais pas seulement l'écran. On regarde aussi René Barthélemy avec ses gros engins. C'est fascinant. Oui. Et alors, la télévision est née. Oui, on peut le dire, elle est là, la télévision. On a de la diffusion. Alors, ça s'inscrit dans une longue histoire de plein de progrès. Mais c'est surtout, ici, on a le public, mais ça ne suffit pas. Parce qu'au même moment, vous avez une concurrence. C'est la radiodiffusion. On écoute la radio. La radio propose des programmes. Parce que sinon, ça risque de la technique. Il faut des programmes. Et bien, dans la foulée de cette diffusion de 1931, vous avez la création de la CGT. Alors, c'est pas le syndicat, bien sûr, c'est la Compagnie Générale de Télévision. Et dans cette idée-là, d'ailleurs, vous avez Suzanne Bridou, qui est la secrétaire du directeur. Elle est toujours là, Suzanne. Et les premiers programmes est très, très vite mis en place. C'est Paris Télévision. Alors, modeste, 1 heure par semaine. Ça touche pas grand monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de foyers équipés d'un poste de télévision. Il y en a quelques centaines. Mais enfin, ça ne cesse d'augmenter et ça va en parallèle avec les progrès techniques parce qu'on commence avec, vous savez, la télévision, c'est en ligne, 30 lignes, puis 80 lignes, puis 180 lignes. Et après la Seconde Guerre mondiale, plus de 1000 lignes. Et ça, on le doit à qui ? À René Barthélemy. Merci beaucoup à lui, parce que sans lui, nous ne serions pas là. Merci aussi à Suzanne Bridou, qui nous rappelle que quand même l'histoire de la télévision a commencé avec un écran de fumée. Ah, joli, et quelques volutes. Et elle a 94 ans, donc. Pas Suzanne, mais la télé. La télé. Oui, Suzanne est jeune pour toujours. Théophile, on parle de l'or, métal précieux, qui n'a jamais été aussi fort. Alors, son cours s'envole depuis quelques mois. Bon, et ben alors comment ça marche, le cours de l'or ? Planquez vos pépites, les amis. Le cours de l'or atteint des sommets stratosphériques. L'once d'or, c'est la valeur de référence sur les marchés, environ 30 grammes. Cette once d'or a dépassé la barre symbolique des $4 000 le 7 octobre dernier. C'est simple,
En moins de 2 ans, son cours a plus que doublé. Début 2024, il valait à peine $2000. Une flambée pareille, c'est du jamais vu. Et ça pourrait bien continuer de grimper. Oui, parce que la demande est très forte. Particuliers, investisseurs professionnels, banques centrales, tout le monde veut ces lingots. Pourquoi c'est la ruée vers l'or? Eh bien parce que l'or, c'est la valeur refuge par excellence. Un investissement qui rassure, particulièrement dans le contexte économique actuel, très incertain. Plusieurs raisons à ça dans le monde. Tous les conflits qui se multiplient, les pays développés qui sont tous extrêmement endettés. Il n'y a pas que la France. La guerre commerciale déclarée par Trump entre les États-Unis et la Chine, tout ça fait que les investisseurs ont de moins en moins confiance, notamment dans le dollar. En témoigne la soif d'or en ce moment des banques centrales, notamment celles des pays du Sud global, comme la Chine. Avant 2021, elles avaient l'habitude d'acheter jusqu'à 500 tonnes d'or par an pour les cacher tranquillement au coffre. Depuis le début de la guerre en Ukraine et le gel des avoirs russes, maintenant, c'est 1000 tonnes d'or par an qu'elles achètent. Objectif, se dédollariser, comprenez, ne plus dépendre du fameux billet vert et des humeurs de Donald Trump. Et ça, bien sûr, ça fait grimper en flèche le prix de l'or. Alors, est-ce que ça va continuer de grimper? Est-ce qu'il faut vendre les bijoux de famille? Alors, là, les gens qui nous regardent se posent la question. C'est toujours difficile à dire, on ne peut pas être à 100% sûr. Début octobre, lorsque l'once a dépassé les $4000, la banque Goldman Sachs anticipait fin 2026. Elle va vous engager, dites donc, Phil. Un cours de l'or à $4900. Donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est le moment d'acheter des pièces d'or, vous savez, les fameuses pièces Napoléon, voire des lingots, et de les planquer dans ses bas de laine. Oui, mais attention, mardi dernier, l'or a connu un mini krach boursier en quelques heures. Coup de panique sur les marchés, son cours a dévissé de plus de 6%. Ce qui est sûr, c'est que cette ruée vers l'or n'est jamais un phénomène très rassurant. Dans l'histoire, chaque flambée a coïncidé avec un choc financier. Comme quoi, vous voyez, c'est peut-être pas le moment de brader ses dents en or. Fort bien, merci mes amis. Il est l'heure de se quitter. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss, Miss Morgan.